Justin is run by a bunch of investment bankers, and Morningstar's modus operandi. Président de Lafitte Capital Management. Donc Lafitte, c'est une société qui est relativement jeune, puisqu'elle a 4 ans aujourd'hui, enfin quelques jours, et en fait les 4 partenaires ont une expérience assez forte ensemble, puisqu'on a travaillé entre 12 ans et 21 ans. Et notre histoire est assez liée par un grand groupe bancaire qui est le CIC Crédit Mutuel, puisque nous y avons développé en fait, des activités d'arbitrage de fonds propres, actions et dérivés d'actions, donc au début des années 90. Et donc on gérait un portefeuille assez conséquent. On gérait à 4, environ entre 10 et 15 milliards d'euros, sur 3 grandes thématiques. La première thématique, historiquement, était les arbitrages indices. Donc sur cette thématique-là, on gérait à peu près 7 milliards, donc on couvrait 25 indices européens. On avait beaucoup de stocks à gérer, donc beaucoup d'opérations sur titre, et beaucoup d'opérations sur titre liées aux fusions-acquisitions. Et donc on a développé cette thématique-là à la fin des années 90, notamment sur le marché américain, parce que c'était des marchés matures et professionnels. Donc on a développé des activités là-bas. On a même créé une branche à New York pour avoir des accès directs au marché. Et puis pour couvrir ces deux activités, on a une activité d'equity finance pour le financement de titres et notamment de prêt emprunt de titres. Donc après 14 ans, 15 ans de track record positif sur cette thématique des fusions-acquisitions, on décide en 2007 de créer notre propre structure dans un environnement régulé. Donc aujourd'hui nous sommes 8 personnes, on gère 2 fonds et je laisse la parole à David pour vous expliquer. Moi je suis David L'Enfant, donc un des partenaires et plus en charge de la partie business développement de la société. L'idée de la société, c'est de positionner quand on a regardé plutôt le marché fin 2006, début 2007, et quand on regardait les fonds de performance absolue, on voyait un monde un petit peu divisé entre d'un côté du monétaire dynamique, qui était une thématique et une typologie de fonds qui fonctionnait bien, et puis de l'autre côté on avait beaucoup de fonds offshore qui n'étaient pas toujours facilement accessibles pour soit des institutionnels ou soit même du retail. Donc l'idée c'était de dire on va essayer de prendre le meilleur des deux mondes, à savoir développer des fonds avec un process clair éprouvé et pur comme dans un fonds Caïmani, mais dans un monde régulé, qui n'était pas spécialement naturel. Alors il faut se positionner début 2007, donc on était un petit peu dans l'euphorie. Donc on a lancé un fonds Ariavel qu'on a après rapidement muté en fonds coordonnés, et aujourd'hui on gère une gamme de 2 fonds coordonnés. On a fait simple, c'est fonds coordonnés, liquidité quotidienne. Ils sont tous les deux suivis en VAR, et ils ont 2 thématiques liées et complémentaires, puisque d'un côté on a la Lafitte Risque Arbitrage UCITS, qui est un pur fonds de merger arbitrage sur l'Europe et les États-Unis. C'est un fonds qui aujourd'hui fait 200 millions d'euros et qui sera sauf closé à 500 millions, puisqu'on veut conserver la théorie, le côté pur du fonds. Et on a lancé un deuxième fonds, Lafitte Equity, qui a une approche plus event-driven, qui bien sûr profite de l'expérience du premier fonds sur les aspects merger arbitrage, mais qui en même temps se donne la d'État, donc pas énormément, mais c'est surtout d'avoir d'autres situations spéciales et arbitrage de structure de capital. Donc ce fonds est plus petit, un petit peu plus jeune, mais il est complémentaire du second. En termes de performance, alors on se place dans l'idée donc réglementairement AMF c'est perf absolue, mais en réalité qu'est-ce qu'on souhaite faire comme performance? Pour la Lafitte Risque Arbitrage, pour nous, une bonne année, ça serait fait entre 500 et 800 bips. Donc là, depuis 4 ans de track record, le fonds il est à 5% annualisé. Donc on est sur la fourchette basse, mais bon, vu l'environnement, c'est pas si mal. Lafitte Equity, en revanche, il visera au-dessus de cette performance-là de façon annuelle. Au niveau des clients, on s'est vraiment efforcé à avoir une clientèle équilibrée. Et aujourd'hui, on a à peu près un tiers de chaque typologie. Donc on a 37% d'institutionnels, majoritairement français. On a de la multigestion, soit du fonds de fonds type alternatif ou non. Et on voit de plus en plus de fonds long only qui cherchent à intervenir sur les marchés actions via une thématique action un petit peu différente, via l'arbitrage. Et puis on a fait un gros travail sur tout ce qui est banque privée et même CGPI, qui n'était pas notre cible naturelle dès le début, mais c'est plutôt que certains groupements sont venus nous voir et on fait un gros travail de référencement des fonds sur les plateformes. Et on se tient à maintenir cet équilibre entre différentes sources de clientèle. En termes d'actifs, c'est un petit peu l'exemple type des sociétés naissantes. Alors on a essayé au fil des années de lever les contraintes. Alors on sait que les premières, c'est le track record, c'est un petit peu l'œuf et la poule. Donc vous n'avez pas un an ou 2 ans de track record, donc on ne vous regarde pas.
Et après, il y a un problème aussi de ratio d'emprise lié aux anti-QRA, donc il y a des seuils importants à passer. Il y a le seuil de 25 millions, le seuil de 50, et après, la levée d'actifs s'accélérait. En début d'année, on avait pour objectif de gérer 250, on y est presque. Il nous reste encore 15 jours pour faire le mandat. Je repasse la parole à Eric qui va parler un petit peu de l'environnement. Mes confrères sont là, donc ils ont dû vous en parler un petit peu. Donc, je vais aller très vite sur ce sujet-là. Donc, très sommairement, nous, ce qu'on voit sur les fusions-acquisitions, c'est que finalement, l'environnement, paradoxalement, est assez porteur, parce que tous les ingrédients sont réunis, en fait, les principaux sont réunis pour que la stratégie soit dynamique. Hein. Les ingrédients, quels sont-ils? Moi, c'est simple. Pour qu'il y ait de la croissance externe, il faut qu'il y ait des conditions d'accès au marché qui soient attractives. Hein. Les taux d'intérêt sont relativement bas. Il faut qu'il y ait de la trésorerie aussi dans les sociétés. Hein. Quand on regarde le bilan des sociétés américaines, on n'a pas eu de trésorerie, de cash aussi abondant depuis 1952, donc c'est un point clé également. Ce qu'on voit aussi, c'est en termes de valorisation, on peut prendre n'importe quel ratio, que ce soit les ratios d'endettement, de valorisation des sociétés. Aujourd'hui, c'est extrêmement, les sociétés sont valorisées de façon elles sont extrêmement basses. Et il y a un autre point qu'on voit également qui devrait dynamiser le marché européen. On l'a vu notamment en Amérique latine avec la venue de nouveaux players sur ces marchés-là, notamment les players asiatiques. Et ils ont une démarche assez classique, c'est-à-dire qu'ils vont principalement voir les pays qui ont des problèmes de financement avec leur dette souveraine en négociant évidemment des contreparties. Donc en Europe, les contreparties on les connaît déjà, hein, c'est qu'ils veulent une diminution de l'embargo sur l'armement et puis avoir la possibilité d'avoir le statut d'économie de marché à l'OMC, mais aussi des concessions en matière d'achat d'entreprises européennes. Et on a déjà vu, hein, ils sont venus il y a 4 mois et demi je crois en Europe, ils sont allés voir qui? Les Grecs, les Espagnols, les Portugais, les Irlandais comme par hasard. Et on voit déjà que la Grèce, ça devient plus ou moins le porte-avions des Chinois en Europe. Hein, ils ont acheté le port du Calais, ils achètent les hôtels. Et donc ça sera forcément propice au développement des opérations de croissance externe en Europe. Donc quand on regarde un peu les cycles, alors c'est vrai qu'aujourd'hui on est au redémarrage d'un nouveau cycle, hein. Grosso modo ça fait 15 ans qu'on court cette stratégie-là, on voit des cycles de 7 ans, bon, c'est assez schématique, mais en général on voit des cycles de 2 ans de faible marché suivis par 4-5 ans de croissance importante. Alors pour nous le marché le plus difficile n'a pas été 2007-2008 paradoxalement, c'était plutôt 2001-2002, où avec la crise du crédit, il y avait vraiment peu d'opérations. Et là, quand il y a peu d'opérations, on est vraiment malheureux. Et donc suivi après par un cycle assez fort porté par les LBOs hein, pendant 4-5 ans. Et aujourd'hui, on voit qu'on a de nouveau un marché assez porteur, notamment aux États-Unis. Hein. Grosso modo, nous, on estime qu'un marché qui fonctionne bien, c'est 3% de la capi du S&P qui fusionne en valeur. Hein. Donc là, on est à peu près à 2%. Donc on a de la marge, mais c'est un marché qui est assez dynamique. En Europe, ça c'est contrasté. On estime qu'on est plutôt à 25% du moteur de performance de cette thématique-là, donc il y a encore beaucoup de marge. Donc quand on regarde la répartition sectorielle et géographique, c'est assez bien réparti avec un fort dynamisme en Europe, aux États-Unis hein, notamment, puisque quand on regarde notre allocation de portefeuille, on est plutôt sur du 70-30, 70 bien évidemment pour les États-Unis. Donc par contre, on ne fait pas d'année. Donc on va vous parler du process rapidement. Pas beaucoup de temps, en 1 ou 2 minutes, parler de process c'est compliqué parce que ce qu'il faut voir, c'est au sein de l'AFI Capital, ce qu'on a essayé, c'est au cours des années, c'est de conserver l'expertise des gérants. Et ça, on l'a fait au sein de bases de données. Donc notamment, on a des bases de données stratégie par stratégie, notamment une qui est très importante sur tout ce qui est arbitrage de fusion-acquisition, dans laquelle il y a plus de 1600 opérations qu'on a déjà traitées par le passé. Et l'intérêt de cette base, c'est qu'elle va nous donner une vision assez dynamique de l'arbitrage des codes de fusion, puisque théoriquement, c'est plutôt une stratégie de portage. On va acheter un titre qui suit l'INOPA, le porter à l'échéance et toucher cette décote. Nous, notre philosophie, c'est plutôt qu'au fil des années, ça fait 15 ans qu'on fait ça, on a un petit peu tout vu sur les dossiers et on part du principe qu'aucune opération n'est jamais sûre à 100%. Donc, charge à nous de détecter les risques potentiels, ou cachés, ou à anticiper. Alors pour ce faire, cette base de données, elle est donc branchée sur les Bloomberg. On screen toutes les opérations mondiales. Alors pour l'instant, on fait Europe, US. Si on sera peut-être amené à faire l'Asie, mais à condition d'avoir une équipe là-bas. D'ordinaire, il y a 2000-2500 opérations qui sont en vie au niveau fusion-acquisition. C'est illusoire d'aller analyser 2500 dossiers. Donc on applique des filtres. Le premier, c'est la capitalisation. Donc on ne regarde pas les dossiers en dessous de 500 millions d'euros ou dollars.
C'est le premier point. Et puis même si la CAPI est là, on a la liquidité, puisqu'on est sur un fonds de liquidité quotidienne, charge à nous de matcher l'actif et le passif. Donc une fois qu'on a fait ce screening, on a un univers d'investissement ordinaire compris entre 50 et 90 opérations. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on a une analyse classique, on va dire une analyse qualitative, qui elle va nous donner le stock picking. Donc parmi ces dossiers de fusion, quels sont ceux qui nous semblent intéressants, dans lesquels intervenir. Donc ça va être les pricing, les problèmes de concurrence, les problèmes juridiques. On va avoir une première analyse du risque. Ce qui fait que sur les 50-90 opérations, on a d'ordinaire 25% qu'on va mettre de côté en disant bah, c'est un beau dossier, où le risque est trop élevé, ou ça peut être trop serré. Et là, on va rajouter une couche, qui est une couche plus statistique, quantitative, qui elle va nous donner le market timing. Parce que c'est pas tout d'avoir la bonne idée, maintenant il faut la trouver au bon moment. Et cet outil d'analyse va essayer de nous quantifier, compte tenu du risque sur le dossier, quelle devrait être la décote théorique. Donc en partant, c'est un petit peu complexe, mais on serait vraiment très heureux de vous accueillir au bureau pour vous présenter cela en détail. L'idée, c'est d'essayer de calculer une probabilité de réussite de l'offre, le coût de l'échec, et puis on en définit une décote théorique, qu'on va comparer à la décote qui est traitée dans le marché. Et ça va impliquer beaucoup de dynamisme dans la gestion du portefeuille, puisque sur un dossier, on ne va pas hésiter à rentrer, sortir plusieurs fois sur un dossier, et même des fois à l'envers, c'est-à-dire que se mettre vendeur à découvert d'un titre sujet d'une OPA, ce qui ne semble pas naturel, puisque dans ce cas-là, ce qu'on va attendre, c'est un stress de l'opération. Donc, in fine, il nous reste l'allocation de portefeuille, parce que c'est pas tout d'avoir la bonne idée au bon moment, il faut éviter aussi de compiler les mêmes idées. Et notamment, c'est d'avoir une vision globale du type de risque que l'on porte, parce que dans les FUSAC, chaque période a ses points clés. Par exemple, aujourd'hui, porter du risque de financement dans un portefeuille, c'est dangereux, tout comme c'était très dangereux en 2008. Donc on va plutôt aujourd'hui avoir tendance à se repositionner sur des dossiers plus classiques avec un risque de concurrence. Voilà. Et ça, on a vraiment cette vision au niveau global. Et cela, bien sûr, sous contrainte de stop loss, puisque l'on vient du prop trading, donc on a des niveaux d'alerte, des niveaux de liquidation, et ça, c'est gravé dans la pierre. Voilà, il n'y a aucun souci à les appliquer. Donc, in fine, on aura un portefeuille ordinaire de 20-40 positions, en moyenne, c'est un peu plus d'une trentaine, à l'endroit et à l'endroit, voilà, pour l'histoire de protéger au mieux le portefeuille. Donc, qu'est-ce que ça donne en performance? En performance, c'est vrai qu'on a commencé dans un marché un peu difficile. Donc 2008, c'était une année très correcte pour nous, puisqu'on fait 8%. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des mois clés en fait, dans cette chronique de performance. Quand on regarde mars 2008, on est positif, alors que c'est vrai que le marché était difficile avec l'affaire Bear Stearns. Septembre 2008, c'est un peu particulier, c'est Lehman Brothers, hein, donc c'est un mois qui a été extrêmement difficile. Mais on regarde également les mois de mai, novembre 2010, qui ont été des mois très challenging, août cette année, qui ont été des mois très challenging également. Le fonds est positif, donc ça veut dire que finalement on remplit notre mandat d'être décorrélé par rapport au marché stable. Quand on regarde le bêta du fonds, alors qu'on le regarde par rapport au S&P ou à l'Eurostock, ça marche également, on a un bêta pratiquement nul, de 0,0001. Donc cette mission de gestion décorrélante, hein, le reproche qu'on fait aussi souvent à la gestion alternative en ce moment, c'est d'être trop corrélé au marché. Bah, sur cette stratégie, qui est par construction, par nature assez décorrélée, l'AFIC remplit son mandat désensibilisation par rapport au marché. Alors, on a un petit classement qui est assez intéressant. Ça, c'est par rapport au fonds UCITS. C'est-à-dire qu'en général, on dit que l'aspect UCITS tend à avoir des contraintes supérieures qui diminuent de facto la performance. Donc là, on voit qu'on a c'est un classement qui a été établi par Barclay Edge sur les 10 meilleurs fonds de merger entre 2008 sur 3 ans. À partir de 2008 sur 3 ans. Et on voit qu'on est dans ce classement-là, mais c'est pas ça que je veux souligner, c'est surtout par rapport justement aux autres fonds. Si on remarque, ce sont des fonds relativement connus, ce sont tous des fonds offshore. C'est-à-dire que néanmoins, avec un fonds UCITS, on peut avoir des performances intéressantes, malgré des contraintes qui sont effectivement importantes. Mais aujourd'hui, ce que nous demandent nos clients, c'est avoir la préservation du capital, de la diversification, justement pour éviter des risques trop importants, de la liquidité. Et aujourd'hui, le fonds Lafite Riscard offre ces éléments-là. Voilà, donc je vais passer vite fait. Alors je ne sais pas combien de temps il reste. Il me reste 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes. Combien? 10. Voilà, bon, il y aura peut-être des questions après, donc on va finir rapidement sur les atouts et perspectives. Donc vous voyez que Lafite est une équipe expérimentée. En fait,
Et on a formaté cette expérience à travers des outils propriétaires, c'est-à-dire que le talent d'un gérant, c'est difficile de le formaliser, mais nous, on a essayé de le formaliser à travers le développement d'outils propriétaires qui essayent d'extraire la substantifique moelle à chaque opération, d'extraire le maximum de valeur. On est aussi positionné sur un cycle, on le pense, qui est porteur, hein, puisqu'on a un environnement malgré tout sur ces opérations-là intéressantes, puisque les entreprises qui ont du cash, il va falloir qu'elles en fassent quelque chose. Alors certaines payent des dividendes, d'autres achètent leurs actions, mais il y a aussi des actionnaires qui les poussent à faire de la croissance externe, d'autant plus que la croissance organique est assez limitée, parce qu'après la crise, on a coupé très rapidement dans les effectifs, dans les programmes de recherche, dans les investissements, donc c'est plus facile d'acheter un concurrent avec des parts de marché aujourd'hui que redéployer ces ressources-là. Et tout ça dans un cadre régulé, puisque les fonds sont régulés par l'AMF, avec des objectifs qui sont clairs de préservation du capital et de liquidité et de volatilité, donc de risque maîtrisé. Voilà. Donc, si vous avez des questions. Est-ce que passer d'un univers géré de 7 milliards à 250 millions, ça a changé votre méthodologie? Alors, effectivement, ce n'est pas du tout le même mix produit déjà, hein, puisque quand on 7 milliards, on avait des produits différents. Mais pour parler tout simplement du point, enfin de la stratégie merger, mais évidemment qu'on a changé. Évidemment qu'on a changé d'approche, puisque dans la banque, on avait plus une approche anglo-saxonne, donc avec des fonds assez concentrés et plus leveragés. Mais aujourd'hui, ce que nous demandent nos clients, c'est justement d'avoir une approche qui vise à monitorer le risque, donc à contrôler le risque, donc à préserver le capital, donc à avoir une approche plus diversifiante. Alors, il faut savoir que sur une opération de M&A, le principal risque, il est simple, hein, c'est que l'opération se fasse pas. Hein, donc, si vous avez une opération qui ne se fait pas dans un portefeuille concentré, effectivement, ça fera un peu plus mal que si vous avez un positionnement de cela. On a eu une approche différente par le passé, mais entre la banque et la société de gestion, il y a une différence, et entre, je dirais même, avant 2008 et après 2008, c'est plus du tout pareil. D'autres questions? Est-ce que vous appliquez de temps en temps des macro-hedges sur votre portefeuille? Oui, bien sûr. En fait, on estime qu'on a une sensibilité. Donc par construction, on a un portefeuille qui a une position net exposure, puisque on travaille sur les OPA et les OPE. Donc quand vous avez une OPE, là, vous avez une patte vendeuse, donc vous êtes quasiment market neutral. Si vous avez une OPA, vous avez par construction une position longue. On estime qu'on peut appliquer un delta sur cette position longue, qu'en théorie, on a 5% à peu près ce delta. Et après, une des premières questions qu'on va se poser dans les réunions de gestion, est-ce que oui ou non, on est dans un marché plutôt risk-on, risk-off, et on va ajuster légèrement ce delta. Mais historiquement, c'est entre 3 et 6%, ni plus ni moins. Ce qui est intéressant, on a fait le calcul récemment, c'est que ce hedge, hein, depuis le début du fonds 2007 à aujourd'hui, la valo est nulle. Donc on a gagné en 2008, on a perdu en 2009 et 2010 et on gagne un petit peu cette année. Et c'est de l'ordre entre 15 et 35 bits. On préfère une autre façon de hedger, on a d'autres techniques, notamment avec l'implémentation de positions à l'envers. Il nous semble mieux corrélé avec le reste d'un portefeuille.